Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord, c'est pas facile la transition avec Hugo Frey, hein. C'est vraiment un personnage incroyable et t'es très heureux et très ému de le recevoir et nos auditeurs aussi. Mais nous avons des talents ce matin dans ce studio. Kevin Bossuet, bonjour, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis, merci d'être avec nous. Merci à vous. Alex Darmon, journaliste politique, on vous retrouve sur votre chaîne Les Indécis, c'est sur YouTube. Vous avez passé la semaine au Salon de l'Agriculture, vous avez interviewé un tas de politiques, j'ai vu passer ça, François Hollande. François Hollande, ça sort aujourd'hui sur la chaîne, le long format. Olivier Faure. Des animaux politiques. Des animaux politiques. La vérité en face, c'est en principe tous les vendredis face à Éric Tegner, présenté par Patrick Roger. Frédéric Fougera, vous êtes spécialiste en communication, président de Tenkan Paris et vous avez publié Anthologie de la com aux éditions Bréal, Studyrama. Et Jean-Claude Beaujour, bonjour, avocat, président du Forum Transatlantique. Merci d'être avec nous ce matin et on va évoquer plein de sujets, les retraites avec un référendum, pourquoi faire, pour poser quelles questions, l'arrêt de la 69, la fin de C8 et Zelensky à Washington avec peut-être juste un mot, Zelensky, Donald Trump hier qui a dit: ah bon, j'ai traité Zelensky de dictateur? Je m'en souviens pas. Jean-Claude, vous avez vu cette séquence incroyable? Oui, s'il ne s'en souvient pas, j'ai envie de dire à la fois c'est assez classique, c'est assez habituel. Le président dit des choses, il dit autre chose. Je pense qu'il faut se réserver au plus important. Ce qui compte, c'est est-ce qu'il va y avoir un accord sur les terres rares, comment est-ce que va évoluer la sécurité en Ukraine et qu'est-ce que nous, Européens, nous pouvons faire, nous pouvons dire. Je pense que sur le comportement du président, on a déjà tellement parlé, mais il n'est pas fou. Attention, je pense que il faut voir derrière tout ce qu'il dit une façon de négocier, une façon de dire nous avons des intérêts géostratégiques. Quand je dis le nous, c'est les États-Unis. Nous avons des intérêts géostratégiques et après, quels que soient les moyens, c'est d'emmener le sujet sur la table. La vraie question, c'est comment nous, Européens, nous allons participer. Est-ce qu'on est capable d'avoir une vision un petit peu décalée pour la suite? Bon, on pourra en reparler. Commençons avec votre coup de cœur, Jean-Claude. Oui, parce que l'actualité est tellement difficile. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour le film d'animation Burke, qui est cité aussi bien aux Oscars que pour les Césars. C'est un petit film d'animation que je vous conseille de voir. Et puis, il a une particularité. Tout d'abord, je le trouve bien fait. C'est autour des bisous et de voir le regard de petits-enfants sur les bisous et des premiers rapports mais l'amour, j'ai envie de dire l'amour innocent. Et alors surtout sur le fond, tout d'abord c'est un film qui est fait dans la Drôme et qu'on voit bien puisqu'on parle beaucoup d'attractivité des territoires. Nous allons parler de la 69, mais l'attractivité des territoires, elle passe aussi et pour beaucoup sur notre capacité à créer des pôles d'activité, à créer des pôles d'excellence. Et là c'est un film qui est très bien fait et fait complètement dans la Drôme et j'ai envie de dire un coup de chapeau parce que tout n'a pas vocation à être fait dans les grandes villes, dans les grandes mégalopoles avec les grands groupes, avec de gros budgets. Je dis chapeau et j'invite un maximum de gens à voir ce petit film d'animation pour les gamins. C'est génial que vous soyez parents ou pas. Allez-y, coup de chapeau. On va le voir au cinéma? Au cinéma, il est sorti. Vous pouvez aussi déjà voir le teasing sur YouTube. Pour avoir une idée Oui, absolument. D'accord. Mais allez-y et donc supportez le film qui est présenté aux Oscars et au César. Très bien. Frédéric Fougera, c'est un coup de gueule. Un coup de gueule, oui, j'ai pas trouvé de coup de cœur. Et puis un coup de gueule parce que j'ai encore assisté à des scènes dans le métro qui me révoltent, dans le métro parisien. Et ça me donne l'envie aujourd'hui de parler de l'incapacité du politique à faire face à la délinquance et plus particulièrement celle du métro de la capitale, dont les premières victimes d'ailleurs sont pas spécialement ou nécessairement les Parisiens, mais plutôt les visiteurs, les touristes, les provinciaux. Je parle de la délinquance organisée, celle de ces jeunes filles en meute, immédiatement repérables par leur comportement et dont la présence se concentre sur quelques lignes et quelques stations de métro. Alors elles agressent à longueur de journée depuis des années. Leur technique, elle est simple, encercler, créer un mouvement, une bousculade et puis en profiter pour voler leurs victimes.
on en parle partout sur les réseaux sociaux, dans les médias, mais de l'Amérique du Sud à l'Asie. Les Parisiens les connaissent parfaitement, je vous le disais, les identifient très facilement, mais elles agissent sans se sentir le moins du monde en danger sur leur petit terrain de jeu. Moi, je trouve ça révoltant, je trouve ça épuisant, je trouve ça incompréhensible d'assister à ce spectacle permanent que, quelque part, nos dirigeants publics sont donc incapables de résoudre, quoi. Quand est-ce que les présidents de la RATP, de Mobilité Île-de-France, les ministres de l'Intérieur, de la Justice, des Transports, du Tourisme, le préfet de police, même la maire de Paris, elle n'est pas compétente, mais c'est sur son territoire. Quand est-ce qu'ils vont se mettre autour d'une table et de dire on n'en partira que quand on aura trouvé la solution, que quand on aura réglé le problème. Apparemment, c'est pas leur préoccupation principale. Oui. Et dans quelle organisation sérieuse, Valérie, on laisse traîner, perdurer ce type de situation sans la régler? En fait, ça n'existe pas. Et j'imagine bien qu'on va me dire non mais attends, il est gentil, on n'a pas attendu qu'il en parle pour qu'on se penche sur le dossier. Mais non, il ne s'agit pas de se pencher sur le dossier, il s'agit de le régler. Voilà. Et donc si on est incapable de faire son boulot, ce pourquoi on est élu ou nommé dans des fonctions de direction d'entreprise publique, on part. Donc soit agissez ou démissionnez, mais arrêtez de laisser perdurer ce genre d'incivilité qui en fait pourrit la vie des gens. C'est de la délinquance et puis c'est extrêmement mauvais pour l'image de Paris et de la France dans le monde. Puis juste alors, et moi je partage complètement ce que vient de dire Frédéric, c'est difficile ou c'est trop compliqué. Moi je suis désolé, il y a un moment donné où on attend des résultats. Imaginez le Japonais qui débarque à Paris, vous êtes touriste, vous avez votre passeport, etc. Vous savez, à Tokyo, vous mettez votre sac, vous êtes avec votre sac, vous le mettez au-dessus de votre tête, vous dormez pendant 1 heure et votre sac, vous le retrouvez. C'est toute la différence. Comment certains y arrivent et nous n'y arrivons pas. Alors on va me dire, oui, elles n'ont pas de pièce d'identité, et puis oui, elles sont mineures, et puis oui, c'est très compliqué. Mais oui, moi, je n'ai pas envie, même lorsqu'on n'est pas touriste, je n'ai pas envie de me voir, d'être obligé de me protéger, d'être obligé d'avoir même un comportement. On peut même soi-même être agressif, parce que je prends le métro, et je sais que j'ai tendance à repousser ce type de situation, parce qu'on sait tout ce que vient de déclarer Frédéric. Oui, c'est juste inaudible. Bien sûr. Non, mais moi, je bois du petit lait. Pour prendre régulièrement les transports en commun, c'est devenu la loi de la jungle. Là, vous évoquiez évidemment certaines lignes de métro, la 7, la 2, etc., la 13 aussi, qui est extrêmement compliquée, mais il y a aussi le tramway T3B qui passe à Porte de la Villette, Porte de la Chapelle, où c'est devenu véritablement... c'est mortifère là-dedans. Vous avez des migrants qui se piquent en plein milieu de la rame, vous avez des SDF profondément agressifs, vous avez des gens qui se tapent dessus. Je peux vous dire, c'est extrêmement compliqué. Pendant les Jeux Olympiques, il y a un peu de ménage qui a été réalisé, etc. Sauf que ça devient extrêmement compliqué. Et moi, anecdote personnelle, on m'a volé mon portable, notamment dans le métro. Évidemment, bon, c'était... alors, il y a eu au coup de violence, etc., puisque c'était un pickpocket. Et je suis allé quand même voir les RATP, etc., pour retrouver les vidéos. Ils n'en ont absolument rien à faire. Ils partent du principe qu'ils ne peuvent pas être partout, que c'est à nous de faire attention. Et ce qui se passe dans le métro, c'est quelque chose qui ne les regarde pas, quasiment pas. Donc il y a un abandon total, et c'est dans les quartiers populaires, en effet, qu'on voit ce genre de choses. Et encore une fois, le droit à la sécurité pour tous. Dans les quartiers touristiques aussi. Ce n'est pas pour les milieux populaires, également dans les quartiers touristiques, où j'ai vu parfois des Asiatiques complètement éberlués en voyant ce qui se passait dans nos rames. Donc oui, en effet, c'est un scandale. On pourra en redire un mot. Il y a aussi les policiers qui se font chasser par les vendeurs à la sauvette devant la Tour Eiffel. Enfin, ce sont des images invraisemblables. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et avec vous pour commenter l'actualité avec Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis, Alex Armand, journaliste politique. Votre chaîne de débat se trouve sur YouTube, Les Indécis. Et puis on vous retrouve les vendredis dans La Vérité en face de Patrick Roger avec Éric Tegner. Frédéric Fougera, président de Tenkan Paris. Vous avez publié l'anthologie de la com aux éditions Bréal Studirama. Et Jean-Claude Beaujour, avocat, président du Forum transatlantique. Bientôt un référendum sur les retraites, le coup d'arrêt judiciaire à la construction de l'A69, la fin de C8, la chaîne s'est arrêtée hier soir, ainsi qu'Énergie 12, qu'on oublie souvent de citer, mais qui fait partie, qui est un peu une victime collatérale de cette décision. Bref, beaucoup de sujets avec vous. C'est vrai que votre coup de gueule a fait beaucoup réagir parce que les incivilités, elles sont partout, Frédéric Fougera. Vous vouliez peut-être réagir, vous aussi Non,
bien évidemment qu'on peut être que d'accord avec ce que dit Frédéric. C'est quand même incroyable que dans une ville comme Paris, en plus on demande aux habitants de prendre de plus en plus ces transports en commun, de ne pas pouvoir proposer un service de qualité. Mais tout le monde est responsable. C'est-à-dire que quand je dis tout le monde, c'est tout le pouvoir politique et en premier lieu, il faut bien le dire, la région aussi, qui est responsable des transports normalement. Donc je pense qu'il faudrait, à mon avis, confier ces questions d'incivilité dans les transports à des think tanks qui, je peux vous dire, il y en a plein qui en parlent. Si, mais vraiment, c'est important parce que eux, ils ont les remontées de terrain. Mais on sait ce qu'il y a. C'est pas besoin de faire une énième commission. C'est pas une commission. Je vous parle pas d'une commission. Je vous parle de faire remonter ces incivilités pour qu'on puisse les montrer concrètement. Mais vous les voyez sur les réseaux. Vous les savez. Non, mais vous les savez. Bien sûr. Mais les politiques ne se rendent pas compte. Je vais être taquin. Peut-être qu'Alex ne prend pas le métro. Et donc, les politiques ne prennent pas le métro. Non, mais quand vous prenez le métro, soyons sérieux. Quand vous prenez, allez, on va dire, la ligne numéro 1, la ligne numéro 9, etc. Et il y en a des pires. Il y en a des pires, je confirme. Non, mais bien sûr, la 13, etc. Mais lorsque vous êtes entouré par une dizaine de gamines, voilà, je veux dire, tous on a subi cela. Et je suis désolé, donc un élu parisien ne peut pas ne pas l'avoir déjà subi. Nous l'avons tous déjà subi, avec un risque épouvantable. Donc, je suis désolé, je pense qu'on n'a pas besoin simplement de think tank, pardon Alex, on a besoin de gens qui nous disent, ok, peut-être que la réglementation est insuffisante parce que le problème qu'on a, des personnes qui sont sans pièce d'identité, elles savent qu'elles vont être remises, mais c'est même pas en termes de liberté, alors je sais même plus, dans la mesure où elles se font juste arrêter, ça peut pas durer plus d'1 ou 2 heures, etc. Donc finalement, il n'y a pas elles savent qu'elles ne risquent rien au fond. Et les types qui sont au-dessus, parce qu'il y a une hiérarchie, les types qui sont au-dessus les envoient parce qu'ils savent qu'elles ne risquent rien. C'est ça qu'il faut aussi changer. Il faut aussi qu'on envoie un signal sur le respect de la règle dans notre pays. On fait des lois et on dit on peut pas les expliquer. On parlera de beaucoup de choses, mais c'est tout le temps comme cela. Oui. J'aurais juste rajouté une anecdote, Valérie, mais pour nos auditeurs, pour voir aussi le caractère ubuesque de la situation. Il y a 1 an ou 2 environ, j'en ai pas le souvenir, il y a des jeunes parisiens, des ados qui étaient tellement exaspérés par cette situation de se voir eux-mêmes agressés ou leurs parents, petites sœurs, petits frères, peu importe, qui avaient décidé, comme une occupation quelque part face à l'incapacité des pouvoirs publics, d'aller sur les quais de métro et avec des haut-parleurs, quand il y avait une meute qui se mettait à agresser des gens, de signaler attention, il y a des pickpocket et dit pickpocket, ils ont été poursuivis en justice pour harcèlement. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne peut pas se faire justice soi-même, ça je le conçois bien, mais on est incapable de gérer le problème et par contre on est capable de mettre des bâtons dans les roues de ceux qui quelque part veulent faire de la prévention. Un petit coup de cœur ironique pour la mairie de Paris qui a aménagé un accès pour les personnes à mobilité réduite, place de la Concorde, formidable, on pourrait se réjouir. Avant il y avait une planche, et là ils ont fait une espèce de dos d'âne en goudron, vous l'avez vu, un dos d'âne en goudron absolument hideux qui pour ceux qui nous regardent peut voir, c'est même pas que c'est moche, c'est que c'est impraticable pour les gens qui sont en fauteuil, ou avec des poussettes. Donc c'est voilà, là aussi la laideur et les palmiers place de la Concorde. J'allais dire au milieu d'une nouvelle palmeraie. Palmiers place de la Concorde dans des bacs. Enfin bon, il y a des choses plus graves, mais néanmoins on peut s'interroger là encore quand on parle du désamour des Français pour les politiques. Il y a des décisions qu'on a du mal à comprendre. Et au cœur d'une place moyenâgeuse et royale, comme l'a dit Anne Hidalgo à Marrakech, en confondant un petit peu les différents espaces architecturaux de la capitale. On va lui envoyer Kevin. Kevin Bossuet, un coup de projecteur. Même un coup de cœur. Un coup de cœur pour Tsahal, l'armée israélienne. Il y a une enquête qui est sortie qui a révélé que Tsahal a fait son autocritique, notamment puisqu'elle a clairement dit que Tsahal n'avait pas su protéger les Israéliens le 7 octobre et que Tsahal avait minimisé notamment la menace du Hamas. Et je trouve ça très bien qu'il y ait cette autocritique-là, c'est digne d'une grande démocratie comme Israël. Et j'aimerais bien aussi qu'on prenne conscience que la solution à 2 États est quelque chose qui n'est pas possible, qui n'est plus possible. On s'est rendu compte au cours de ces dernières semaines que le nationalisme palestinien était en fait un antisémitisme, que de toute manière, la grande majeure partie de la population gazaoui était antisémite et qu'il est
aujourd'hui impossible que les Israéliens vivent en harmonie avec notamment cette population. Et quand Trump met en avant certaines solutions, je ne dis pas que c'est la panacée, mais en tout cas, c'est une solution beaucoup plus réaliste que la solution à 2 États. Et dernière chose que j'aimerais dire aussi, parce que il y a eu un otage, Hicham. Ouais. Emprisonné par le Hamas, détenu par le Hamas pendant 10 ans. Il s'avère que c'est un arabe. Il s'avère que c'est un musulman. Preuve que ce qui guide finalement ces gens, c'est pas la lutte pour la Palestine, c'est tout simplement l'antisémitisme. Il suffit de lire la charte du Hamas. C'est dedans, on veut la destruction d'Israël. La vérité, c'est qu'en Israël, il y a 2 millions d'Arabes. Et quand vous avez quelques Juifs qui s'implantent en Judée, Samarie, qui est le berceau d'Israël, ça devient un scandale incroyable. La différence aussi, c'est quand vous avez des petits Gazaouis qui vont notamment sur le sol israélien, ils sont soignés. Quand vous avez des petits Israéliens qui vont sur le sol de Gaza, ils sont tués. Et une pensée quand même pour Kfir Bibas, pour Ariel Bibas. Vous savez, moi, j'ai 2 images qui me viennent en tête quand je pense à l'histoire du peuple juif. Il y a tout d'abord toutes ces images à la sortie des camps de la mort en 1945. Et il y a cette image notamment de cette mère Shiri qui protège Ariel et qui protège Kfir, qui sont en train d'être embarqués notamment par les terroristes islamistes. Voilà, donc il faut continuer à soutenir notamment Israël, soutenir sa capacité à se défendre et soutenir véritablement ceux qui défendent aujourd'hui nos valeurs au Proche-Orient. Il y a trop de désinformation. Moi, vive Tsahal, vive ces soldats et leur sacrifice. C'est un sacrifice évidemment pour Israël, mais c'est un sacrifice également civilisationnel pour nos valeurs et pour la préservation de notre civilisation face aux crevures islamistes. Bon, les mots sont forts, mais... Non, mais j'entends ce qui est dit par Kevin et je le comprends complètement. Moi, j'aimerais aussi avoir une pensée ce matin pour Ohad Yahalomi, qui est quand même un otage franco-israélien. Et je trouve que ça passe un peu sous les radars quand même. C'est vrai. Parce qu'il est quand même français, cet homme. Et voilà, on y est habitué depuis le 7 octobre, malheureusement. Ce ne sont pas des victimes comme les autres. Voilà. Frédéric ? Pour revenir sur la première partie, l'introduction du coup de cœur de Kevin sur la reconnaissance par Tsahal de ses erreurs, en tant que communicant de crise, j'approuve totalement le fait, et je recommande même le fait d'être capable de reconnaître ses erreurs. C'est une forme de responsabilité forte et c'est aussi une façon de pouvoir passer à autre chose. Dans les manuels de propagande politique ou pour les radicaux, on enseigne l'inverse, ne jamais reconnaître ses erreurs, ne jamais reconnaître qu'on a tort. Je ne pense pas que ce soit la bonne façon de faire et je pense que beaucoup de nos politiques pourraient s'inspirer du fait que parfois il est bien de reconnaître ses erreurs. Et ça permet... Dont François Bayrou, on a évoqué le sujet hier. Je ne sais pas pourquoi je vous fais penser au Premier ministre, mais voilà, c'est une suggestion. Rémi Branco disait qu'il aurait mieux fait de dire oui, j'ai fait une erreur, oui, j'étais au courant, mais à l'époque, de faire une sorte de... de dire les choses qui sont vraisemblables. Qui seraient compréhensibles et qui permettraient de passer à autre chose au lieu de rester sur une polémique. Oui, absolument. Très rapidement, évidemment que reconnaître son erreur, ses erreurs, encore qu'il ne soit pas toujours facile d'être sans faute et reconnaissance pour les victimes. Évidemment, moi, cet enterrement, la famille Bibas, le père, comment peut-on survivre après un tel drame? Je pense qu'on ne vit pas, on survit. Maintenant, sur le conflit en tant que tel, je pense qu'on ne peut pas en quelques minutes en parler de manière approfondie. Alors moi, j'ai plus de nuances que Kevin là-dessus, parce que la solution à 2 États reste encore la moins mauvaise des solutions. Parce que tout ça est encore très compliqué, j'ai envie de dire, et en dépit des positions du président Trump, moi je ne voudrais pas que ce soit des positions, de petites solutions. Voilà, il y a quand même d'autres enjeux, y compris du côté américain. Il y a d'autres discussions, il y a d'autres enjeux énergétiques avec l'Arabie Saoudite, etc. Donc, moi, je suis plus prudent sur les solutions un peu trop rapides du président Trump. C'est la raison pour laquelle je suis assez favorable à la solution à 2 États. Oui, mais avec qui comment qui sont dans l'anticipation. C'est pas possible, en fait. Attendez. Je viens de dire qu'on ne peut pas. C'est un sujet trop complexe. Dans l'idéal,
dans l'idéal, voilà, bien sûr. On parle d'un objectif idéal. Après, c'est comment on y parvient, comment on peut y parvenir. C'est pour ça que je ne vais pas rentrer là-dessus, parce que c'est pas en 3 secondes. Et je ne voudrais pas que la caricature pour les uns et pour les autres l'emporte, et après on va être accusé d'avoir... C'est pas une caricature, en fait, c'est du réalisme. Vous savez, quand on parle de... Moi, j'ai regardé la cérémonie macabre organisée par le Hamas au moment où ils ont rendu Kfir et Ariel et Israël. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'il y avait le djihad islamique, il y avait le Hamas, il y avait le Fatah, il y avait le FLN, il y avait le FLP, pardon, il y avait tous ces gens, en fait, unis par la haine des Juifs. Et c'est ça qui les monopolise, c'est ça qui les anime. C'est pas la cause palestinienne, c'est de l'antisémitisme et la destruction d'Israël. Et les Israéliens ne peuvent pas vivre avec des gens qui veulent leur destruction. Ce n'est pas possible. Mais comment pouvez-vous, une seconde, imaginer que ce type d'image me ravisse? Non, mais je dis non, mais je vous dis, on ne peut être que dégoûté par ce genre de choses. Bien sûr qu'il y a du montage. Et bien sûr qu'il y a derrière des gens qui vous disent qu'ils défendent la cause, ceci, qui s'en mettent plein les poches, etc. C'est la raison pour laquelle je pense que ce sont des sujets extrêmement complexe. C'est pas en 10 minutes et à l'émission de Valérie qu'on va arriver à les approfondir, parce que là où il faut de l'approfondissement, et il faut savoir pour ne pas se laisser justement prendre au piège par ce que j'appelle des criminels. On marque une pause et on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. De retour avec vous dans le studio Sud Radio. Alex Darmon, vous, votre coup de cœur? C'est pour les agriculteurs. Ouais, c'est votre semaine au Salon de l'Agriculture. J'ai passé 5 jours au Salon de l'Agriculture, porte de Versailles, dans un salon qui était plus apaisé que l'année dernière. Ouais. Et ça fait du bien. Et en même temps, ça ne veut pas dire que tout est arrangé. Faut pas non plus être naïf. Ils ont encore beaucoup de revendications. Et c'est bien normal, étant donné leurs conditions de travail et même leurs conditions de vie. Quand vous regardez leur salaire moyen, le nombre d'exploitations qui ont disparu en 10 ans en France, c'est quand même assez hallucinant. Mais en tout cas, je leur tire mon chapeau, parce que ils sont toujours les meilleurs ambassadeurs de notre pays. Toujours les meilleurs représentants de notre culture et de nos traditions, et ils en sont fiers. Et je pense que c'est important de le dire, que c'est le salon international de l'agriculture qui est le plus visité au monde, celui de Paris, que cette année il y avait un partenariat avec le Maroc aussi, et qu'il y a eu des choses très intéressantes qui s'y sont déroulées, des échanges très intéressants qui se sont passés. Et donc moi, voilà, j'ai passé 4 jours formidables. Il y aura une vidéo qui sortira tout à l'heure sur la chaîne YouTube Les Indécis avec, vous l'avez dit, une interview du l'ancien président de la République et des nouveaux députés NFP, François Hollande, qui a répondu à mes questions en public et qui a parlé d'agriculture, et c'était assez intéressant. Donc voilà, j'ai vraiment passé un très bon moment, et j'étais très content d'être avec eux pendant ces 4 derniers jours. Ouais. Voilà. Moi, je suis allé aussi au Salon de l'Agriculture, et c'est vrai que c'est toujours une passion, parce qu'on oublie que ce sont les agriculteurs qui nous nourrissent, alors jusqu'à preuve du contraire, sauf à ce qu'on nous mette des petites gélules, etc. Donc le rapport à la terre qui est important, et au-delà du rapport à la terre, voyez, vous avez dit que vous allez parler des retraites. Moi, je trouve que les agriculteurs, ce sont ceux qui, dans leur rapport au travail, moi, je trouve ça courageux, parce qu'il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche. On ne connaît pas les 35 heures. Quand vous avez un souci climatologique, et je pense à nos concitoyens qui sont en plein cyclone à La Réunion en ce moment, vous êtes sur le pont en permanence, vous pouvez perdre toute votre exploitation en quelques heures. Donc, le rapport au travail est quelque chose de très particulier. Il faut avoir une forme d'abnégation. C'est important. Voilà, donc je dis chapeau. Oui. C'est l'historien Fernand Braudel qui disait que le peuple d'agriculteurs était le socle civilisationnel de la France, et cela au moins depuis la Gaule romaine. C'est ça. En fait, les agriculteurs, c'est la France. C'est ceux qui transmettent notre patrimoine naturel. C'est ceux qui nous égayent les papilles avec la gastronomie. Et c'est un peuple de bosseurs, en effet. Et c'est cette méritocratie, en effet, qu'il faut mettre en avant. Et quand je vois tous ces écolos bobos qui n'ont de cesse de taper sur les agriculteurs en nous racontant que ce
ce sont des pollueurs, qu'ils malmènent les animaux qu'ils élèvent ou qu'ils polluent les terres qu'ils élèvent. Au contraire, ce sont des gens qui prennent évidemment soin, qui aiment leurs animaux, qui aiment leurs terres, et ce sont souvent des gens qui sont de plus en plus diplômés. Les jeunes ont des masters d'agronomie, voilà, ce sont des gens intelligents, et c'est pour ça qu'il faut les soutenir, il faut leur dire qu'on les aime. Et moi qui ai grandi à la campagne, j'ai vu le travail agricole, j'ai vu ces gens se lever, j'ai vu ces gens travailler, j'ai une profonde admiration pour le travail de la terre. Il faut les remercier parce que les agriculteurs, c'est une grande partie de notre pays, c'est la France. Oui, alors il y a agriculteurs et agriculteurs, hein. On ne peut pas dire les agriculteurs, il y a des petites exploitations, il y a des très grosses. Bien sûr, parce que tout le problème, c'est protéger les petites exploitations. Et puis il faut savoir dire simplement qu'on aime manger. Donc je revendique le fait d'aimer bien manger, sainement. Oui, Frédéric. Non, mais vous y êtes allé? Oui, rien à ajouter. Je n'y suis pas allé cette année, non mais rien à rajouter. C'est la France concrète du travail, de l'effort, de la difficulté, des aléas. Voilà, coup de chapeau aussi à tous nos agriculteurs, petit-fils d'agriculteur que je suis. Oui, je rappelle que Boualem Sansal est toujours en prison, sans transition, que le Premier ministre a annoncé vouloir réviser les accords qui avaient été mis en place avec Alger. Ce matin, Arnaud Benedetti tweet une chose intéressante dans l'Express. Le chercheur Laouri observe que les dignitaires algériens seraient par contre vraiment dans l'embarras si Paris décide de dévoiler leurs comptes. Le comité de soutien à Boualem Sansal ne cesse de le demander. Pourquoi attendre? Je vous conseille également de lire, vous pourrez réagir là-dessus, l'interview du recteur de la mosquée de Paris qui répond à côté, comme d'habitude, à la question sur la détention de Boualem Sansal. Il répond: je suis moi-même franco-algérien, je me plie aux lois françaises quand je suis ici, quand je vais là-bas, je suis algérien, je me plie au système juridique sur place. C'est comme, excusez-moi, mais c'est comme Rima Hassan hier sur votre antenne, hein, le micro de Jean-Jacques Bourdin qui répond pas à la question qui lui est posée par rapport à Boualem Sansal. Elle ne répond pas et elle trouve toutes les pirouettes pour dire qu'il faut laisser l'Algérie faire. En gros, hein, je caricature, mais c'est un peu ce qu'elle a dit, faire comme elle veut, comme elle l'entend et comme son système le propose. Voilà. Donc oui, effectivement, franchement, il y a un gros malaise et il est en train de s'accroître vraiment très très fort dans les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie. Voilà. Moi personnellement, je ne comprends pas la soumission de la France à l'Algérie, la soumission d'une partie du Quai d'Orsay, la soumission d'Emmanuel Macron. Le régime algérien, qui est une dictature militaire, nous insulte, nous accuse d'avoir fait un génocide. Bouteflika l'avait déjà dit, notamment en 2005, en nous traitant de nazis. Le dictateur Tebboune dit exactement la même chose. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? On va dialoguer. Il ne faut pas, c'est l'Algérie, la fille aînée de la France. Il ne faut surtout pas mettre fin à nos relations. Mais non, en fait, moi, je n'ai aucun lien avec l'Algérie. À un moment, ça suffit. On nous marche dessus. Il faut des mesures qui soient fermes, comme le souhaite d'ailleurs Monsieur Retailleau. Et le malheur pour notre pays, je pense, que c'est d'avoir Monsieur Macron, notamment comme président de la République, qui est complètement soumis, qui a d'ailleurs dit en 2017 sur le sol algérien que nous avions commis un crime contre l'humanité. Ça, ce n'est pas possible. Les Français veulent des mesures de rétorsion extrêmement fortes, taxer les flux financiers, remettre en cause les accords de 1968 et dernière chose aussi, parce qu'il y a une diaspora algérienne très importante sur notre sol. Alors, il y a des Franco-algériens qui ne se reconnaissent absolument pas dans le régime de Monsieur Tebboune et qui aiment profondément la France, mais il y a une autre partie qui n'a de cesse notamment de dire que la France c'est pas bien, que la France c'est de la merde et que l'Algérie c'est formidable. Mais si vous n'êtes pas content en France, allez en Algérie, si c'est aussi merveilleux, ce pays qui n'a jamais su se développer et qui jalouse d'ailleurs considérablement le Maroc et Monsieur Tebboune qui est là en train de nous dire que tout est de la faute de la France. Mais non, mon petit Tebboune, si ton pays fonctionne aussi mal, c'est pas de la faute de la France, c'est de la faute à toi. Donc arrête de nous insulter en permanence et à un moment, occupe-toi de ton peuple qui en a bien besoin, qui vit dans la misère et la pauvreté. À un moment, ça suffit. Bon, est-ce que c'est aussi simple que ça, comme dirait... Si c'était aussi simple, on aurait... Oui, allez-y, Jean-Claude. Attendez. Allez-y. Si c'était aussi simple, on l'aurait déjà fait. Moi, je pense qu'il y a deux choses. Attendez, je ne vous ai pas coupé. La première chose, c'est que je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête le contentieux historique, j'ai envie de dire, parce que d'un côté, l'Algérie a le sentiment que la question coloniale, en tout cas, la question de l'indépendance n'est pas réglée. De l'autre côté, la France considère qu'elle l'a réglé. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Effectivement, vous avez un régime
qui, à mon avis, ne fait pas l'unanimité. Je suis prudent quand je dis ne fait pas l'unanimité sur le plan interne, parce qu'effectivement, s'il y a autant d'Algériens qui souhaitent venir en France, c'est que les choses ne sont pas aussi bien que ça en Algérie. Non, la France n'est pas responsable de tout ce qui se passe en Algérie. Il y a des richesses, et moi je comprends toujours pas pourquoi est-ce que ce pays n'a pas explosé sur le plan de sa croissance, sur le plan de son développement, etc. Et chacun doit être prudent là-dedans. Chacun sait très bien ce qui se passe. On n'aura pas besoin d'aller plus loin. La preuve, c'est que Arnaud de Benedetti a un peu ouvert le bouchon en disant, ici ou là, on pourrait... Il y a des choses à faire. On pourrait dire un peu qui possède quoi, et puis on viendra en discuter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je veux dire, c'est que si c'est un seul point dramatique, eh bien oui, s'il faut arriver à... S'il faut arriver à remettre en cause les accords de 68, eh bien, les accords de 68 vont être remis en cause. Mais il n'est pas question qu'en permanence, effectivement, qu'on donne le sentiment qu'il y a d'un côté des innocents et de l'autre côté des affreux coupables. Donc je pense que vraiment, le pouvoir algérien, plutôt que d'essayer de... En fait, c'est une façon de contourner les problèmes internes qu'en disant la France est responsable de tout. Parce que sinon, il serait bien obligé de s'occuper de son problème interne. Donc c'est là-dessus qu'il faut que l'Algérie et le président Tebboune soient un petit peu moins virulents, et qu'on revienne, donc qu'on fasse tomber la température. Je pense que ça serait plus sérieux. Juste une petite chose quand même, c'est une question de valeur. Quand la Russie a attaqué l'Ukraine, heureusement qu'on s'en est tous émus, qu'il y a eu des mesures de rétorsion, c'était une question de valeur. Mais pourquoi il n'y a pas la même chose face à la dictature algérienne de M. Tebboune? Il y a un antisémitisme d'État quand même en Algérie. Il faut quand même le dire. Le juif est perçu comme un bouc émissaire. En 1954, il y avait 130 000 juifs en Algérie. Aujourd'hui, il n'y en a pratiquement plus aucun, tout simplement parce qu'il y a de l'antisémitisme. Je me souviens que le grand rabbin de France, Raïm Corsia, devait aller en Algérie en 2022 avec M. Macron, mais il y a tellement une vague antisémite qu'il a dû renoncer, qu'il a prétexté notamment un test Covid positif. Est-ce que nos valeurs, c'est en effet de se soumettre face à des gens qui soutiennent ouvertement le Hamas? Alors à un moment, M. Macron parle toujours de valeurs, de valeurs, de valeurs. Ça serait bien de les mettre en application, et je pense qu'il y a beaucoup de Français qui en ont ras-le-bol et qui veulent qu'on soit ferme face à l'Algérie. Alors, petite pause de pub et vous pourrez continuer de débattre dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, nous évoquions les relations franco-algériennes. Vous vouliez revenir sur la comparaison, Frédéric Fougera, que faisait Kevin Bossuet avec l'agression, ce qui s'est passé entre la Russie et l'Ukraine. Oui, parce que Kevin posait la question judicieuse de mais pourquoi on n'a pas exactement le même type de réaction quand il y a une agression de la Russie ou quand il y a une agression de l'Algérie vis-à-vis de notre pays. Je pense que on a évoqué le manque de courage politique. C'est très certainement pour moi une question de manque de courage politique, et surtout on a peur du débordement. Ce manque de courage, il vient de la peur du débordement qu'il peut y avoir de la part des Algériens en France ou des Franco-Algériens. On n'a pas peur d'un débordement des Russes ou des Franco-Russes. Ça nous inquiète pas. Et en revanche, la façon dont peuvent réagir, notamment dans les quartiers dits sensibles, la population d'origine algérienne, ça nous fait terriblement peur. Donc voilà. Et même si je suis parfaitement d'accord, peu ou pas ou tous les Algériens ou Français d'origine algérienne ne soutiennent certainement pas le régime politique en Algérie. En revanche, les amalgames ou les raccourcis qui peuvent être faits sur le sujet font que quand on attaque l'Algérie, quelque part on les attaque, donc ils ont envie de se défendre et de réagir, et parfois contre leurs propres intérêts. C'est pas une question, attention, parce qu'on dit peur. Je pense qu'il faut pas être naïf. Au-delà de la peur, il y a des réactions de terrain qu'il faut prendre en considération. Et quand on est un responsable public, peur des débordements. Oui, c'est cela. Quand on est un responsable public, ce sont des choses qu'il faut prendre en considération. C'est pas j'ai peur, j'ai tremble parce que Monsieur Tebboune a parlé, donc j'ai peur, j'ose pas dire. C'est qu'on a des réalités internes qui sont ce qu'elles sont. Et c'est là où il faut arriver à renouer le lien, et c'est la raison pour laquelle moi je fais la différence entre les rapports et la fermeté qu'il faut avoir vis-à-vis du régime algérien et le rapport que nous avons avec le peuple algérien, qui est un rapport de fraternité qu'il faut rappeler. Ce sont des choses par lesquelles il faut passer. Alors dans ce cas-là, moi j'aimerais bien en effet que le peuple algérien prenne position, défende la France face à la dictature de M. Tebboune, et là je serais parfaitement d'accord avec
Kevin, soyons sérieux. Un peu de courage. Attendez, non mais enfin... Peut-être qu'ils ne partagent pas tous nos valeurs. Vous venez de parler de dictature, vous n'avez jamais vécu dans une dictature, je peux vous dire... Ils sont sur le sol français. Non mais attendez, vous savez très bien que lorsque vous vivez dans une dictature ou lorsque vous avez un certain nombre d'impératifs, vous savez très bien ce que vous risquez, y compris vous risquez votre vie. Donc voilà, et il y a beaucoup de Français d'origine algérienne qui s'expriment avec les nuances que je viens de rappeler, sauf que ceux-là ne sont pas hyper médiatiques et qu'ils ne représentent pas le gouvernement algérien et qu'ils ne sont... Voilà, c'est ça, c'est une réalité. Mais on ne peut pas dire que tous les Algériens sont derrière... Non, mais vous en avez une partie. Mais c'est ce que je précise. Avec l'affaire des influenceurs. C'est ce que je précise. Et en tant que leader d'opinion... Enfin, en ce qui me concerne, je rappelle que la relation avec la fermeté à laquelle il faut faire preuve, à l'égard de laquelle il faut faire preuve avec le gouvernement algérien de M. Tebboune, ça n'a rien à voir avec les rapports que nous avons avec le peuple algérien en tant que tel. Juste une précision pour Véronique qui me dit, vous devriez dire à Kevin Bossuet qu'il regarde sur YouTube les informations de cette époque, les charniers qui ont été découverts, mais personne n'a nié qu'il y ait eu des atrocités, personne n'a nié qu'il y ait eu une guerre, qu'il y ait eu un conflit avec des morts. Et on pourrait évoquer aussi le massacre d'Oran de 1962 avec une chasse à l'européen, les exactions notamment des nationalistes algériens, etc. Donc en même temps, ça, on est d'accord, mais ça appartient à l'histoire. Il faut voir aussi l'avenir. Et je pense qu'on est trop, en effet, dans une repentance. Et voilà, à un moment donné, qu'on se réconcilie et qu'on voit l'avenir. C'est tout. Quand effectivement Jean-Michel Apathy fait référence à la conquête au 19e siècle, je veux dire, arrêtons de regarder aussi avec les yeux d'aujourd'hui des conflits, on peut remonter il y a encore plus longtemps. Ce qu'il y a de grave avec M. Apathy, c'est qu'il est devenu en un instant le petit télégraphiste de M. Tebboune, puisqu'il a repris sa rhétorique en disant que la France aurait finalement commis un génocide, ce qu'a dit Bouteflika et ce qu'a dit le président algérien. Mais ça me pose quand même question. Je veux dire, à un moment donné, j'ai rien contre M. Apathy, même si en effet, il veut détruire le château de Versailles, parce qu'il ne faut pas exalter la culture française, mais je trouve qu'il a un positionnement qui est profondément anti-français et qui tente de nous polariser sur l'histoire pour oublier toutes les problématiques autour du régime algérien actuel. C'était surtout la comparaison avec le nazisme. Les Français, c'est ça qui était absolument... mais je pense que c'est voulu. Alex Larmont, sur les relations et sur la possibilité de la France, enfin on rappelle qu'il y a aussi un homme qui est emprisonné, qui n'a pas droit à son avocat, enfin c'est une situation inacceptable. C'est inacceptable, mais encore une fois, ça fait des années que ça dure. Je rappelle souvent cette histoire, mais au moment de Naël, vous aviez quand même eu un cas d'ingérence énorme de la part de l'Algérie sur la France, sur la situation de la France, quand le président en personne avait réagi avec un communiqué en demandant du soutien de la part des Franco-Algériens à l'époque. Donc en réalité, moi je pense que diplomatiquement parlant, c'est bloqué. On a une crise diplomatique considérable, que le pouvoir législatif, Bruno Retailleau, semble vouloir changer les choses, mais qu'on est, ne l'oublions pas, en France dans un état de droit, ce qui nous fait une grande différence d'ailleurs avec l'Algérie, et que par conséquent on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Donc il faut que ça passe par différentes étapes, et ça va passer par différentes étapes. On va y arriver progressivement, parce qu'effectivement, de toute façon, comme on n'a jamais voulu toucher aux relations franco-algériennes depuis 1962 pardon, et la fin de la guerre, depuis les accords d'Algérie aussi 1968, on n'a jamais voulu y toucher pour pouvoir préserver une relation qui en fait n'existait pas, faut bien le dire. Aujourd'hui, 50 ans après, 60 ans après, on est en train de se réveiller et on est en train de se dire que politiquement il va falloir parler de cette situation. C'est bon courage aux hommes politiques qui vont vouloir le faire, parce qu'effectivement il va y avoir des retours de médaille. Je crois surtout c'est pas sur les plateaux de télé ou radio et par grands médias interposés que ce type de dossier se gère. Il y a de la sensibilité, et quel que soit ce qu'on peut en penser, c'est pas une question d'intérêt, mais il y a des sensibilités, on a des êtres, qui sont ce qu'ils sont, et bien ça va passer par des discussions un petit peu plus discrètes, à mon avis. On parle affaires étrangères, petite parenthèse, vous avez vu le clip de notre ministre des Affaires étrangères qui, sur le mode de bref, communique sur ça. Vous n'avez pas vu? Je l'ai vu partiellement. Beaucoup de gens m'ont dit mais c'est pas possible, c'est un fake. Non, c'est vrai. C'est la question que je me suis posée. Petit montage à la manière de Bref, cette série sur Canal+ pour le G20. Je suis désolé, mais c'est un super coup de com'. Hein. Non, c'est pathétique. Non, mais vous trouvez que c'est pathétique, mais en entendant, derrière sur les réseaux, il fait des milliers de vues. Non, mais personne ne le connaît.
Oui, Jean-Noël Barrot. Oui, mais il faut être connu pour n'importe quoi. Enfin, c'est le débat, c'est le débat que j'ai parfois avec Gilles sur le buzz. Je vais reprendre Léna Situation pour aller présenter les Césars ce soir. Alors ça, c'est encore autre chose. Bah non, c'est le buzz. C'est la société du buzz. Je n'ai pas vu moi, je l'ai vu, c'est parfaitement ridicule. Je ne suis même pas allé jusqu'au bout tellement j'étais mal à l'aise. C'est très malaisant et je trouve que ce n'est pas le rôle d'un ministre des Affaires étrangères. Vraiment, je pense qu'il est en dessous de tout. Mais je défends la liberté d'expression, contrairement à lui qui tape en effet sur Elon Musk. Moi, je suis pour la liberté d'expression et même la liberté de faire n'importe quoi, comme le fait Monsieur Barrot. Mais encore une fois, je dis pas que c'est bien, pas bien, parce que je vais être tout à fait transparent avec vous. J'ai pas été au bout non plus. Vous voyez. Non mais c'est horrible. Non mais je dis pas que c'est horrible. Je dis non mais je dis que ça ne m'intéresse pas. Ça m'a pas intéressé parce que voilà bon. Mais après en attendant, il parle à un public qui n'est pas habitué à regarder de la politique. Il explique ce qu'est un G20. Il surfe sur une mode en ce moment qui est bref. Et je suis désolé. Moi je trouve que en termes de communication, c'est réussi. Je pense qu'il ne faut pas prendre les gens pour des idiots et que même les gens qui s'y connaissent pas en politique trouvent ça pathétique. Pardonnez-moi, mais effectivement, et Alex est le professionnel sur ces sujets-là. Non, mais c'est intéressant d'avoir le professionnel qui le dit. Ça permet de parler à une certaine population. Moi, le retour que j'ai, c'est que beaucoup de jeunes, justement, me disent, notamment en sortant de vos émissions, que finalement, ils aiment bien qu'à un moment donné, on fasse les choses de manière pédagogue, qu'on soit honnête, qu'on soit transparent. C'est plus ça qu'ils regardent. Ils ne nous reprochent pas. Moi, je vous dis le retour que j'ai, de pas cette mise en scène que je ne connais pas. Au fond, parce que je m'en inquiétais, je me dis, mais finalement, est-ce que pour les sujets un peu complexes, est-ce qu'il faut en arriver à cela? Mais c'est pas les retours que j'ai. Finalement, les gens me disent, c'est bien d'avoir des gens. Ce qu'ils demandent, c'est clarté, transparence, et puis un minimum d'honnêteté et de pondération. Voilà. Moi, c'est le retour que j'ai. Je vous l'enverrai, je vous l'ai envoyé, Jean-Claude, donc vous regarderez. Comme vous êtes là ce matin, on va s'occuper aussi, on va parler des États-Unis avec Donald Trump qui a un petit peu changé de ton vis-à-vis de Zelensky, qu'il reçoit aujourd'hui à Washington avec cette petite phrase. La question lui est posée par un journaliste, vous considérez toujours que Zelensky est un dictateur? Et il dit quoi? Moi j'ai dit ça? Non. Next question. Ça, c'est quand la question les embarrasse. Oui, parce que c'est plus que ça. Mais il faut il faut faire avec Donald Trump, et on l'a dit depuis plusieurs années maintenant. Il est ce qu'il est. Premièrement, je rappelle que ça n'est pas un idiot. Il faut faire attention à ne pas prendre Donald Trump pour un idiot. En revanche, il y a des intérêts. Il y a autour de lui un certain nombre de gens qui défendent une certaine ligne. Il faut bien se dire qu'aujourd'hui, il y a une recomposition de la vie internationale. Là où il y avait une alliance atlantique forte, eh bien aujourd'hui, Donald Trump dit « je continue ce qui a aussi commencé par mes prédécesseurs, c'est l'Amérique d'abord, c'est le rapport du faible au fort, il remet en cause le multilatéralisme, il remet en cause l'accord de Paris, voilà, c'est cela qu'il faut prendre en considération, et on va voir un peu ce qu'il propose à Zelensky. Parce que là, pour l'instant, ce qui est sur le papier, c'est un peu un braquage, c'est les termes, mais pas de garantie de sécurité. Et puis, la question sera aussi pour nous, Européens, est-ce qu'on est capable de dire qu'est-ce qu'on fait concrètement, et est-ce que finalement, est-ce qu'on laisse Donald Trump, et c'est aussi un sujet, il y a la discussion avec Zelensky, il y a la discussion avec Poutine, est-ce que par exemple les Européens ne reprennent pas langue avec Poutine pour participer aussi aux discussions? Une auditrice me dit, Jean-Noël Barrot est en discussion avec les Ukrainiens depuis octobre pour conclure un accord sur l'exploitation des terres rares, et que Trump a mis en place pour l'Amérique en 8 jours, nos fonctionnaires ne savent pas rédiger des contrats. Non, c'est pas aussi vrai que cela, c'est pas aussi vrai que cela. Mais il y avait des discussions. Oui, mais il y a des discussions depuis des mois, et depuis des années, mais on commence à connaître Donald Trump quand même. Je veux dire, il a quand même été une première fois président des États-Unis entre 2016 et 2020. On a un peu saisi sa méthode. Et d'ailleurs, il le montre encore en disant qu'il a jamais traité Zelensky de dictateur. Il s'arrange avec la vérité, il oublie ce qu'il a envie d'oublier. Et puis par contre, il faut lui reconnaître une chose, c'est qu'il avance. Il avance, c'est un chef d'entreprise. Je suis d'accord, c'est quelqu'un qui a compris qu'on obtenait les choses non pas par la négociation, mais par le rapport de force. Et c'est quelqu'un qui est dirigé vers la paix, que ça soit notamment à Gaza ou que ça soit notamment sur le sol ukrainien. Donc on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais en tout cas, il fait ce qu'il a dit. Et aux États-Unis, il
y a une vraie alternance. On peut reprocher tout ce qu'on veut, mais en France, quand on vote, en fait, c'est toujours les mêmes au pouvoir. C'est la droche. Un peu à droite, un peu à gauche, on ne sait pas très bien. Au moins, aux États-Unis, quand on vote Trump, on sait pourquoi on vote et les résultats sont là. Donc, moi, j'aime beaucoup ce président. Je pense qu'on lui tape un peu trop dessus et il incarne cette Amérique en mouvement, cette fierté américaine. Et tant pis pour les Européens, en effet, qui se sont réfugiés sous le parapluie états-unien et qui ont refusé finalement d'investir dans l'armée en pensant que tout était acquis. Vous me permettrez, mais là encore je vais pas. De nuancer ? Non, pas de nuancer. Là, pour le coup, de pas être d'accord. Si vous voulez, c'est une Amérique qui a commencé avant Donald Trump. Donald Trump, autour de lui, pour certains, était démocrate. Lui-même était un peu démocrate et devenu républicain par un concours de circonstances. Je pense que dire qu'on fait fi, si vous reprenez le courrier d'Elon Musk aux fonctionnaires, je pense qu'on peut réduire la voilure administrative sans utiliser les méthodes qui sont utilisées. Moi, je vais vous dire, les systèmes où il n'y a plus de règles, et vous ne traînerez, pour être un praticien sur le terrain, virer quelqu'un en ne respectant plus aucune procédure. Il n'y a pas un Français qui vous dira que c'est merveilleux, parce que les mêmes qui vont vous dire c'est très bien, sont les mêmes qui, une fois que ça leur arrive, viennent vous dire mais comment, c'est anormal ce qui m'arrive. Bon, ça c'est mon expérience de terrain. Donc ce qui s'est produit par exemple avec le DOJ, non. Dire que les juges, on n'accepte plus du tout le pouvoir judiciaire, non. Non, ça je partage pas. Et je ne remets pas en cause son élection et je ne remets pas en cause le fait qu'il a un mandat. Mais non, pas dans la méthode. Pour répondre à Kevin, ce qui dit que Trump fait avancer les choses sur Gaza, ça me paraît peut-être un peu prématuré. Mais si on moque le clip de Jean-Noël Barrot, on peut à ce moment-là aussi largement moquer le clip de Trump qui nous présente ce que serait grâce à lui Gaza demain. Pardonnez-moi, c'est indécent. Là, on est dans le ridicule absolu. Mais je pense que tout le monde en convient. Je ne suis pas en désaccord, même si ça m'a fait beaucoup plaisir en voyant ce clip. C'est indécent. Donc méfions-nous sur les résultats. Moi, ridicule avant d'être indécent. Ça fait 40 ans que je vois évoluer, ça fait plus de 40 ans que je vois évoluer Donald Trump. Je peux vous dire que le nombre de fois où il nous a expliqué, nous étions tous beaucoup plus jeunes et vous n'étiez pas nés, où il nous expliquait qu'il montait à Atlantic City les plus beaux complexes immobiliers. Moralité de l'histoire, c'est qu'il a quand même mis sacrément dans des situations humainement inacceptables des tas d'Américains très 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 modestes. Enfin, moi c'est pas mon truc. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, alors on n'aura pas le temps de traiter tous les sujets. On avait le sujet des retraites et du référendum, on aura l'occasion d'en reparler. Peut-être l'actualité, c'est le coup d'arrêt judiciaire à la construction de l'A69 après des mois et des mois de travaux, des propriétaires expulsés, des recours, des occupations de terrain. Moi, je ne connais pas suffisamment le dossier, mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même, en tout cas, un tribunal administratif qui a décidé que ce chantier devait s'interrompre. Je ne sais pas qui veut... Mais pourquoi pour quelle raison ? Parce que ça a été pour protéger, je crois que c'est pour protéger des espèces en danger. Alors le chantier, il a commencé dans les années 90. Absolument. Et en 2024, 2025, on nous dit qu'il faut interrompre le chantier parce que ça met en danger des espèces végétales. Enfin franchement, mais de qui se moque-t-on en fait ? En réalité, le vrai problème, il est là. Et c'est même plus au local. Mais si on commence à faire ça aujourd'hui sur un chantier qui a commencé dans les années 90, d'accord ? Qui devait être livré à la fin de l'année prochaine. Qui devait être livré à la fin de l'année prochaine. Qu'on arrête à plus des 2/3 de construction. Qu'est-ce qui nous dit qu'on va pas faire ça avec tous les chantiers demain ? Le problème, il est là. Non, mais en fait. Ça pose la question de la justice, des tribunaux. C'est-à-dire comment le juge en déduit une autre. Alors, moi, j'ai pas eu accès pour l'instant à la décision, au jugement du tribunal administratif. Il y a eu quelques brèves. Le juge juge. Heureusement qu'il y a une cour d'appel et il y a un conseil d'État derrière. Ce qui est dramatique, c'est que cet arrêt brutal, et j'espère que ce jugement va arriver très vite, va coûter une somme considérable, des sommes considérables aux contribuables. On parle de plusieurs centaines de millions d'euros. Donc sortons le porte-monnaie pour là encore payer une
une forme d'incurie. Et puis le juge fait une incursion, d'après ce que je comprends. Le commissaire du gouvernement parle d'atteinte à l'environnement. Voilà, je n'ai pas les motivations, mais là aussi, rappelons-nous que le juge administratif n'a pas été là pour pouvoir n'a pas été créé pour pouvoir se substituer à l'administration, et c'est cela que regardera probablement la Cour administrative d'appel. On parle de plantes telles que le fritillère, pintade, la nigelle de France, la renoncule à feuilles d'Ophiogloss et du trèfle écaillé, qui sont des espèces protégées. Le chantier était quand même achevé à 70%. Donc, mais c'est honteux. Oui, Frédéric. Non, moi, je comprends qu'on puisse opposer environnement à développement économique. Je l'entends parfaitement. Après, c'est à chacun de décider dans quelle société il a envie de vivre. Moi, ce qui m'embarrasse terriblement dans cette affaire, c'est la question de l'agenda. Est-ce qu'on peut continuer à avoir des recours à partir du moment où un chantier a démarré, ou est-ce qu'on peut commencer un chantier 70% d'achèvement. Hein. Est-ce qu'on peut commencer un chantier alors qu'il y a encore des possibilités de recours? Donc cette question-là, je la trouve très embarrassante. Ouais. J'ai lu un commentaire sur les réseaux que j'ai trouvé assez intéressant, qui résume cette affaire, qu'il voit d'un autre point de vue. C'est de dire, ce commentaire, c'était l'arrêt de l'A69, c'est la victoire de la bourgeoisie des agglomérations qui ont accès à tout face aux territoires qui sont abandonnés. Et j'ai un peu l'impression que cette affaire, c'est aussi des conflits d'intérêts différents, et c'est effectivement, c'est plus facile de protéger l'environnement quand on a un travail, des transports et des facilités d'accès à tout, que quand on est plus isolé dans des territoires et qu'on a besoin d'infrastructures, va pouvoir se développer. Alors, et il y a une forme d'égoïsme et on se sert de l'environnement pour satisfaire cet égoïsme. Enfin, ceux qui portaient la plainte sont plutôt des écologistes qui ne sont pas des bourgeois. Il y a une dimension politique. Qui sont pas des bourgeois, des écologistes des villes, pas des écologistes de la campagne. Thomas Braille, qu'on a eu ici en ligne, est un écolo des campagnes. C'est quelqu'un qui est élagueur d'arbres et qui est celui qui a porté le mouvement. Contact. Okay. Vous savez, là encore, moi je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des voix qui peuvent s'exprimer sur ces sujets, mais il faut tenir compte d'un certain nombre de contraintes, puisque vous avez des régions qui sont complètement enclavées. C'est aussi une chose. La deuxième chose, c'est qu'au bout d'un moment, il y a eu un certain nombre de discussions. Le chantier a commencé. Oui, non, mais c'est là-dessus, c'est pas ce qu'on disait. Et à 70% fait, et maintenant on nous dit il va s'arrêter. Et Jean-Claude, je suis désolé, mais je parle de droit aussi. Il y a un moment donné, sur ces chantiers-là, je pense que demain, il faudra se dire qu'on arrête à un moment donné de remettre en cause les chantiers au niveau de la justice. Qu'on arrête, qu'on décide de faire quelque chose, on s'y tient. Voilà. Et puis, autre chose, on parle de référendum souvent, mais qui on est nous, là sur les plateaux, qui sont au niveau de la justice pour juger si au niveau local, les gens en ont besoin? Pourquoi on leur demande pas au niveau local, les gens s'ils en ont besoin? Pourquoi on fait pas un référendum? Pourquoi c'est toujours celui qui crie le plus fort, devant les caméras, qui dit on arrête, qui gagne? Mais la réalité, c'est pas ça. Je suis désolé. La réalité, c'est aussi de se dire, au niveau local, ces gens, ils en ont besoin. On leur a même pas demandé leur avis. Il y a une contestation. C'est 50 km d'autoroute. Un élargissement de la route aurait peut-être surpris. Mais je crois qu'il y a eu des débats. Ça fait 20 ans que ça dure, Kevin, sur cette affaire. Je crois que c'est caractéristique du mal français. C'est la tyrannie des braillards qui l'emporte. C'est la tyrannie de la minorité. Et ce qui est inquiétant, c'est que la justice donne raison notamment à cette tyrannie. Et mettons en avant également l'argent dépensé, l'argent gaspillé. On a des écolos, alors ici, qui ne sont pas forcément bobos, mais je pense que les écolos bobos se reconnaissent là-dedans, etc., qui utilisent la cause idéologique pour promouvoir des idées de décroissance, de non-développement économique, ce qui n'a aucun sens. Et moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est les détournements de la cause écologique par notamment ces mouvements. On l'a vu à Sainte-Soline, où vous aviez des écolos très radicaux qui s'en sont pris aux forces de l'ordre, mais dans notre vie quotidienne, on le voit. Par exemple, les fameux appartements passoires, où maintenant on ne peut plus louer finalement un appartement classé G, et donc ce qui fait qu'à Paris, on se retrouve dans une situation où les écolos préfèrent que les gens dorment dans leur voiture plutôt que dans un appartement classé G. On le voit également dans les zones à faible émission, où on interdit notamment aux voitures les plus polluantes d'aller dans les centres urbains, sauf que ces voitures-là, ce sont les voitures des pauvres. Donc moi, je suis désolé, cette écologie-là, on n'en veut pas. Bien sûr qu'il faut préserver la planète, bien sûr qu'il faut préserver l'environnement, mais avec un souci du développement économique et un souci de la question sociale.
d'un mot, je vais vous dire, le problème de certains, c'est qu'ils considèrent que leur combat étant juste, ils ne peuvent que l'emporter. Et c'est la raison pour laquelle vous avez des procédures et des procédures. Vous avez et quel que soit, moi j'entendais une responsable politique dire, eh bien la justice s'est peut-être exprimée, mais politiquement nous avons raison. Donc voilà, politiquement nous avons raison. Donc peu importe ce que dit la justice. Christine Bouillot, qui connaît bien le dossier, me dit la faute de départ, et c'est ce que disait Alex, c'est de ne pas avoir purgé tous les recours avant de lancer les travaux. C'est vrai. Mais vous vous rendez compte que 10 ans après, on en est à examiner encore des recours. Enfin, c'est invraisemblable. On mettre une durée, dans le temps, quoi. Ouais, absolument. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les quatre. Très bon week-end. Et on se retrouve lundi. Bonne journée et bon week-end.